S'il vous plaît, barman, est-ce qu'on peut avoir 2 cafés? Oui, sans problème. Hop. Bienvenue, cher public, pour ce 2e numéro de Culture de comptoir. Aujourd'hui, nous allons parler illustration. Comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Et si l'image connut son imprimerie bien avant le texte, dès le 8e siècle en Chine, dans des gravures sur bois imprimées, l'illustration, dans son sens le plus large, c'est-à-dire rendre un propos plus clair et plus explicite, commence à exister tardivement. Après les progrès de l'imprimerie, l'illustration se rend indispensable dans les livres de vulgarisation, comme le Spectacle de la nature, 8 volumes de l'abbé Pluche, qui connurent un grand succès en 1732. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert marque le triomphe de l'image scientifique. Au XIXe siècle, l'illustration éducative, elle, était reléguée dans les images d'Épinal. La littérature enfantine fut toujours le domaine de prédilection pour les illustrateurs. Elle fut cependant tardive, car elle supposait qu'on portât attention à la personne de l'enfant, ce qui ne fut guère le cas avant le XVIIIe siècle. En France, les premières éditions et les premiers manuscrits, même des contes de la Merlois, de Charles Perrault, sont déjà illustrés en 1697. Au XIXe siècle, la comtesse de Ségur nourrit pour l'éditeur Hachette la Bibliothèque Rose de jolis petits volumes illustrés par Gustave Doré ou Bertal, et l'autre grand éditeur, Hetzel, faisait illustrer avec succès les romans de Jules Verne. Difficile de parler d'illustration sans parler de la bande dessinée, des illustrés comme on appelait cela au commencement du XXe siècle. On pourra citer par exemple en France Les Pieds nickelés de Louis Forton en 1908, paru dans le journal L'Épatant. Depuis, la bande dessinée est devenue un 8e art. Et que dire du succès des mangas, ces livres japonais presque idéographiques qui marquent le triomphe de la BD et une nouvelle conquête de l'image sur le texte. Dans la presse écrite, le dessin satirique et la photo ont une place de plus en plus prépondérante, certains quotidiens satiriques faisant même plus de place à ceux-ci au détriment du texte. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la publicité devient très consommatrice d'illustrations. Et aujourd'hui, qui pourrait imaginer une édition de livre de poche sans une jaquette illustrée? Pour finir, l'essor des nouvelles technologies donne au métier d'illustrateur de nouveaux horizons. Et pour nous parler de cela, mon invité aujourd'hui dans Culture de comptoir, c'est Sébastien que nous rejoignons de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour nous parler illustration, ça me semblait évident de t'inviter parce que tu es un fan d'illustration et tu vas nous parler d'un domaine vraiment bien particulier. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, moi-même, je suis illustrateur. Enfin, je fais des études pour le devenir. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de l'illustration de jeux vidéo et avec notamment le jeu vidéo Dark Souls et tout ce qu'il a mené, tout l'univers graphique et l'univers complet qu'il a mené dans le jeu vidéo. Donc en fait, Dark Souls c'est quoi? C'est un jeu vidéo de Dark Fantasy et d'Heroic Fantasy aussi un petit peu, mais qui est sorti en fait dans les années 2005 à 2015 à peu près, et qui a commencé avant Dark Souls par Demon's Souls. Et c'est un jeu en fait qui est extrêmement, au début de quand il est sorti, qui est extrêmement mal vu parce que en fait la difficulté est beaucoup trop haute. Mais le but de ce jeu, c'est de justement faire de la difficulté de ce jeu un art. Et d'amener du coup la mort dans ces jeux vidéo comme une sorte d'échec, mais aussi d'accomplissement pour aller vers l'avant et du coup toujours continuer pour aller un petit peu plus loin dans le jeu, voilà, c'est un petit peu le principe. Toujours continuer et pour avancer, et une fois que du coup la défaite est passée et que la victoire est présente, du coup au niveau de nous-mêmes et de nos sentiments sont plus importants, quoi.
Alors j'imagine que ça a nécessité l'invention d'un monde particulièrement recherché, Oui, en particulier vraiment. visuellement, graphiquement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui fait en grande partie le cœur de l'œuvre. Et ce qui permet également en fait, de faire lien à tout ça, c'est du coup cet aspect noir du scénario et très sombre, qui est du coup bien montré grâce au dessin, mais aussi ce côté historique et qui est très délaissé en fait, à première vue. En fait, c'est les joueurs qui vont faire le jeu vidéo, qui vont découvrir leur histoire à leur façon. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont faire ce jeu vidéo auront une vision des choses différentes. Et après, bon, ben, sur Internet et tout, des gens en parlent et ça crée une grosse histoire. Alors tu nous mets un appétit là, avec cette histoire de monde. J'ai vu que tu es venu avec Oui. pas mal d'ouvrages. Est-ce que déjà tu pourrais peut-être nous montrer un de ces ouvrages avec le visuel? Il y a de très belles jaquettes, on va peut-être les voir à la caméra. Tu pourrais Oui, bien déjà sûr. peut-être commencer à nous montrer un petit peu quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer du coup les artbooks, donc ce qui a été les dessins qui ont été proposés du coup pour la création du jeu. Et donc du coup, celui-là, c'est l'artbook, les design work du premier et du deuxième Dark Souls. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont révolutionné du coup cet univers-là. Et en fait, dans le hard gaming, donc c'est les jeux vidéo les plus durs, c'est ceux qui se sont le plus imposés et qui ont même créé et rénové et même inventé le genre. Et maintenant, bon nombre de jeux vidéo se basent sur ça. Voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai mis plein de petites annotations pour mes Oui, on ne recherches. pourra malheureusement pas tout voir, mais Bien sûr. ça a l'air vraiment appétissant. Voilà, voilà, donc là on a des armes, etc. Donc c'est très sombre, très dark. Alors l'imaginaire, l'époque, c'est une sorte de dark fantasy, donc Voilà. on est dans Médiéval. un univers médiéval. Hein. Voilà, tout à fait, médiéval. Par contre, on ne connaît pas du tout de date, on n'a aucune idée de quand ça se passe. Ensuite, je vais vous montrer d'autres dessins. Donc en fait, c'est dans un monde qui se passe en fait, donc du coup dark fantasy, où la lumière a disparu. Et tout se base, en fait, le récit se base sur les flammes et le peu de lumière qui reste dans ce monde. Et notre héros est en gros quelqu'un qui va essayer de découvrir ce monde, pourquoi c'est arrivé, et d'éteindre les dernières âmes lumineuses qui restent, en fait, pour ensuite réveiller une autre flamme et commencer à un autre cycle. Et du coup, ça parle aussi de dragons, qui sont très présents dans ce thème-là, de chevaliers, et de choses de ce genre. On a aussi du coup la présence de cristaux qui sont pas mal importants par rapport à certains personnages du jeu. Et après, on a des personnages mythologiques aussi qui sont pas mal présents, genre les Ents et les chats, un chat qu'on peut voir dans Alice au Pays des Merveilles qui a été retravaillé pour en faire un gros personnage très méchant. On a pas mal de choses fort sympathiques, genre des bouchers, des grands chevaliers, des zombies qui sont très importants et très présents dans le jeu, parce que c'est toute la petite main-d'œuvre du jeu, et même eux nous font bien galérer, parce que, et c'est le cas pour tous les personnages du jeu vidéo, dès qu'on se bat contre eux, si jamais on n'a pas la bonne tactique et la bonne approche, et bien le premier coup ou le deuxième coup, ils nous tuent instantanément en fait. Donc c'est vraiment un apprentissage. Revenons aux illustrations, parce que moi, Oui. tu as peut-être une illustration pleine page, peut-être pour qu'on puisse se rendre un peu plus compte à la caméra. Bien sûr, oui. Parce que vraiment, là, si on parle d'illustration aujourd'hui, c'est parce que vraiment, on a des gens, des dessinateurs, Voilà. qui ont a priori prêté leur plume, leur crayon aux créateurs du jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait que, en fait, du coup, toute la beauté du jeu et qu'on puisse pleinement explorer et exploiter tout ça. Donc là, c'est un décor, en fait. C'est pour montrer, en fait, toute l'ampleur et tout ce qu'il y a. En fait, c'est un jeu très mélancolique, avec beaucoup de tristesse et de trucs de ce genre-là. C'est une époque qui est complètement dévastée, donc du coup, les plans sont Oui, ça c'est sombre, assez noir. sont quand même, hein. sombres, noirs et il y a beaucoup de ruines et de choses de ce genre-là. Donc du coup, ils ont misé beaucoup sur une ambiance très sombre, avec des couleurs du coup très, très sombres aussi. Et là, du coup, on a une palette complètement, en fait, du blanc au noir. En fait, on n'a pas d'autres couleurs. Et ça donne beaucoup d'impact du coup aux images. Et en fait, notre personnage est là aussi pour amener une petite touche de couleur, parce qu'il
il est pas très coloré non plus, mais il a du bleu, il a du marron, alors que le décor est très souvent gris, noir ou marron. Et du coup, c'est quelque chose de perceptible en fait. Je vais vous en montrer d'autres. Donc ça, c'est dans un cœur d'une forêt, après des ruines, donc qu'ils ont été laissés en abandon par les êtres vivants de cette planète en fait. Est-ce qu'il y a des dessinateurs avec des styles très différents ou est-ce qu'ils se sont tous un petit peu calibrés sur un style particulier, une technique particulière de dessin? Oui, justement, ils se sont tous calibrés sur une technique particulière pour essayer de créer une sorte d'osmose en fait et pas qu'on ait des personnages qui soient trop différents d'autres, mais le style graphique reste quand même très intéressant et méconnaissable parmi tous les artistes qu'il y a. Et c'est un style graphique qui est très sympathique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aplats, mais à part ça, il y a beaucoup de... En fait, ils font beaucoup c'est très détaillé. Et par exemple, on peut voir des pointes sur des géants, on peut voir beaucoup de tissus, beaucoup de choses qui sont vraiment très détaillées, malgré que le jeu est sorti il y a quand même quelques années. Mais ça reste vraiment extraordinaire en fait, et c'est ce qui me plaît dans tout ça, c'est vraiment la tonne de travail qu'il y a derrière. On ressent vraiment quelque chose quand on voit les personnages, et quand on va les affronter, et en plus de ça, quand on les a battus et qu'après on regarde les personnages, on se dit ouais, on a une satisfaction et on comprend encore plus le personnage maintenant qu'on l'a battu, quoi. Enfin, moi qui suis fan de ça. Oui, c'est vrai que donc là, il y a un vrai travail graphique à la base. C'est-à-dire qu'avant d'en faire quelque chose de pixelisé, exploitable dans le jeu, oui, il a fallu dessiner, peindre. C'est quoi un petit peu les techniques qui sont utilisées Alors là, c'est principalement du digital painting. Du coup, c'est du dessin à la tablette. D'accord. Voilà. Donc c'est la tablette graphique avec des logiciels spécifiques. Il y a aussi de logiciels de 3D pour faire de la modélisation. Mais c'est surtout, je pense, du Photoshop. Et voilà. Dans l'ensemble, c'est ça. Après, oui, il y a l'utilisation, je pense, de brushes particuliers pour créer toutes ces textures au niveau des lambeaux. Alors les brushes, c'est des sortes de brosses pour texturer un petit peu les ombres, des choses comme ça. Voilà. Ouais, après, on leur a sûrement donné beaucoup de consignes sur l'univers qu'ils voulaient et sur la teinte de couleur à aborder du coup, dans l'ensemble du jeu et pas juste pour quelques personnages. Du coup, ça fait qu'il y a aucun personnage qui n'est trop départagé des autres en fait. Oui, une sorte d'uniformité oui, quand même, oui, tout à fait. bien qu'on voit qu'il y a énormément de détails, oui, mais c'est vrai qu'on retrouve une sorte d'unité en fait, plus que d'uniformité. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des personnages qui sont présents dans le 2. Donc en fait, on est toujours dans l'univers. Essaye de lever un petit peu parce que je ne sais pas si à la caméra on voit bien d'ici. Oui. Alors c'est toujours du coup dans Dark Souls, mais celui-là c'est des personnages qui sont dans le 2. Et ce sont des... c'est plus en fait des ninjas, donc du coup ça part un petit peu dans d'autres espaces on va dire. Mais ça reste toujours intéressant parce que le trait et la façon dont c'est dessiné graphiquement nous laisse toujours penser que c'est dans le même univers. En fait, ils ne sortent pas dans un autre cadre. Voilà. Oui, ça reste cohérent par rapport à l'univers qui a été imaginé. Hein. Exactement, voilà. Toujours des ghouls, etc. Ça c'est un boss du coup du jeu. Toujours très graphique. On nous montre une sorte de grandeur avec plein de tous ces lambeaux, un petit peu de dorure présents sur les vêtements et tout. Les armes qui sont magnifiques. Les monstres qui sont grandioses et vraiment on n'aimerait pas les croiser quoi. Là on peut croiser du coup des chevaux qui tirent un char avec une sorte de boucher qui veut juste nous trucider quoi. Alors ça c'est marrant, les chevaux là ont un petit peu la tête des bestioles dans un vieux film qui s'appelait Dark Crystal, que peut-être certains remettront, un film d'animation avec des marionnettes. C'est Henson d'ailleurs qui faisait le Muppet Show qui avait fait toutes les marionnettes de ce film, et on retrouve un petit peu cet imaginaire un petit peu dégoulinant. Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs ils ont fait une reprise de ce film en 2018 sur, il me semble, Netflix. Voilà. D'accord, je suis passé au travers. Tu vois. Voilà une information intéressante. Je ne manquerai pas d'aller chez un collègue qui a Netflix. Je vais bien le trouver.
Alors, parce que le temps nous est un petit peu compté, est-ce qu'on pourrait passer peut-être, tu as amené le Dark Souls 3. Alors ça, c'est le premier. Est-ce qu'il y a des évolutions dans les personnages, dans les techniques picturales? Est-ce qu'il y a une avancée dans l'univers du jeu? Alors dans les techniques picturales, c'est toujours à peu près la même chose. Donc c'est très crypte, mine, des choses vraiment très sombres. Ce qui change le plus, c'est surtout en fait je dirais dans le 2, parce que le 1 et le 3 ont une histoire qui peuvent être plus libres et aussi plus liées, alors que le 2, lui, c'est quelque chose qui est créé à la fin de notre jeu à nous dans le premier. Je m'explique. En gros, on bat le dernier boss et en fait on amène les ténèbres sur le monde. Désolé pour le spoiler. Oui, là tu... Et du coup, le 2, en fait, c'est le résultat de tout ce qu'on a amené en fait. Je sais pas si je me... D'accord, mais enfin, moi la question était plutôt sur le graphisme. Est-ce que à partir du 3, c'est-à-dire il y a eu quand même de l'avancée technologique, je vois même que dans les dessins par exemple, il y a un peu plus l'utilisation des ocres, des choses comme ça. Oui. Alors ça c'est parce que du coup on découvre d'autres divinités, un plan supérieur, mais après dans la globalité on reste dans quelque chose qui est assez similaire. Ce qui change vraiment c'est dans le 2, et parce que c'est encore plus sombre que dans les deux autres en fait. D'accord, on reste quand même dans cette cohérence d'un univers très, très dark, très sombre. Hein. Très sombre. Ouais, bien entendu. Oui. En tout cas, c'est de très très jolis livres avec de très belles illustrations. Là, peut-être, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est du très beau papier glacé, très épais. Les illustrations sont très finies. Ouais. Ouais, c'est vrai que même si on n'est pas fan de jeux vidéo, on ne peut que saluer le travail artistique de ces illustrateurs qui est franchement magnifique. Alors, j'aurais peut-être une petite dernière question avant qu'on aille vers la fin de l'émission. Les gens qui sont vraiment passionnés, alors peut-être les fans de gaming vont s'intéresser au jeu s'ils ne le connaissaient pas déjà. Oui. Certains vont peut-être se procurer ou aller voir des illustrations sur Internet. Mais si j'ai envie de comprendre mieux tout ça, de rentrer vraiment dans le détail, est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose, des ouvrages, des sites de référence qui me permettent d'aller un petit peu comprendre un peu plus comment les choses ont été faites? C'est-à-dire cet univers graphique pour le comprendre? Ouais, pour le comprendre, mais si je suis un petit peu plus pointu, si je m'intéresse vraiment au graphisme, tu m'avais parlé, je crois, de livres qui analysaient un petit peu tout ce monde-là. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Alors, j'ai ceci. Alors, c'est les livres Dark Souls par-delà la mort. Ça explique surtout, du coup, la conception et la réalisation du jeu vidéo, et ça analyse également du coup, la conception graphique, comment ils ont procédé, sur quoi ils se sont basés, etc. Ils ont pris par exemple un petit peu de Berserk, qui est un manga de medieval fantasy aussi, et de dark fantasy. Et voilà, ils nous montrent comment ils ont fait, de quoi ils se sont inspirés, parce que aussi ils ont créé un univers dans le sens du coup vidéoludique, mais aussi la musique a une grande importance. En fait, tout est en lien pour créer vraiment un univers où on est imprégné dedans et on ressent ce que notre personnage vit, et ça se voit autant à travers le dessin qui est expliqué là-dedans que tous les autres aspects de ce jeu vidéo là. Donc rien n'a été laissé au hasard, et les illustrations, on l'a bien compris, sont vraiment magnifiques, mais tout est vraiment très très bien pensé dans ce livre, dans ce jeu vidéo, pardon. Est-ce que tu peux nous donner, parce qu'il va falloir qu'on avance, on va arriver vers la fin de l'émission, est-ce que tu peux nous donner les maisons d'édition et les références des livres pour que les passionnés ou les gens vraiment intéressés puissent éventuellement se les procurer ou aller les emprunter si jamais... Donc c'est édité par qui? Alors ces livres-là d'analyse, donc Dark Souls par-delà la mort, c'est édité par Sœur d'édition, qui est une édition qui fait souvent de l'analyse de jeux vidéo, donc Minecraft, ce genre de trucs-là. Et ça se trouve surtout dans des magasins un petit peu geeks. Donc, du coup, on peut en trouver, par exemple, à Toulouse, dans des magasins qui vendent des figurines ou des trucs vraiment dédiés. Ouais, des boutiques vraiment spécialisées. Voilà. Après, on peut aussi le trouver aussi dans Cultura, la Fnac et tout ça. D'accord. Et les autres, les très beaux livres d'illustration, là, c'est la même édition? Alors ça, c'est Manabook. C'est l'édition Manabook, oui. Et j'ai oublié de préciser que du coup, le jeu vidéo était fait par les équipes de From Software. Voilà. D'accord.
Bon, et bien écoute, en tout cas, c'est très visuel, très beau, de très jolis livres. Et puis pour les gens qui s'intéressent alors soit aux jeux vidéo, soit au monde de l'illustration ou au monde de la fantasy, il y a vraiment une pépite. Et puis c'est vraiment, je te remercie d'être venu dans Culture de Comptoir pour nous présenter quelque chose de très original, de très visuel. Et Juste, moi, ça me fait penser quand même à ce que je fais avec mes enfants. C'est marrant, alors, dans un genre complètement différent, parce que l'illustration, en fait, vous en parlez depuis tout à l'heure, mais avec des choses quand même assez lourdes, avec des univers quand même assez sombres. Oui. Et alors c'est marrant, moi j'ai des livres de mes gamins là, que j'allais leur ramener ce soir. Je vous montre, bougez pas. ah ben oui, avec plaisir. Il nous reste encore 2 minutes. On a le temps de se pencher sur. Alors regardez, j'ai des choses. Alors c'est complètement différent, mais je me permets d'intervenir parce qu'on est encore dans l'illustration quand même. Hein. Allez. Et avec des choses. Alors là, il y a quand même du grand classique. Hein, je vais quand même leur montrer du grand classique. Mais là, j'ai du Claude Ponty. Je ne sais pas trop si ça vous parle, Claude Ponty. Est-ce qu'on pourrait le lever peut-être? C'est vraiment... ouais, super. Qu'on le voit bien à la caméra. Alors Claude Ponty, c'est vraiment une star dans le monde de l'illustration jeunesse pour les enfants. C'est quelqu'un qui a à la fois un très bon coup de crayon et puis surtout c'est un génie. Donc dans toutes ces histoires, on va retrouver des choses qui sont très décalées, très travaillées et à chaque fois avec une petite idée géniale. Alors dans ces mondes, il a le grand classique, il y a toujours les poussins en fait, les poussins de Ponty. C'est quelque chose d'un petit peu célèbre. Alors là, dans les poussins, il y a Tromboline et Foule Bazar, il a toujours des mots un peu rigolos comme ça, toujours des jeux de mots. Et Tromboline et Foule Bazar sont des frères et sœurs poussins et il leur arrive plein d'aventures. Là, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Là, vous avez mes 2 préférés. Dans Rien, c'est des poussins qui sont dans un cartable, puis dans autre chose, puis dans autre chose. Et puis après, qu'est-ce que c'est qu'être dans rien? Et il arrive à répondre en 10 pages à qu'est-ce que c'est qu'être dans rien. Et quand on est à la dernière page, c'est génial. Mais c'est un peu philosophique en fait. Du coup. Alors c'est très philosophique. Et ça va s'adapter pour les enfants. Alors c'est justement ce que j'allais dire, il y a une double lecture. Alors les poussins, moi j'ai commencé avec mes gamins, ils avaient... Je crois que j'ai commencé à 1 an. Très sincèrement, j'ai commencé tout petit. Alors je ne sais pas trop s'ils comprenaient tout, mais voilà, petit à petit, ils avancent en âge et ils comprennent. Ils ont des souvenirs du coup de... Ah mais surtout qu'ils continuent à les lire, parce que les enfants en fait, ils lisent un livre, et puis ils le reveulent le lendemain, ils le reveulent le surlendemain, et en fait moi, alors dans Rien, et surtout... Et puis les noms sont croustillants, hein. Il y a un petit poussin là, ou un canard, je ne sais pas, qui s'appelle Foule Bazar. Ah c'est Foule Bazar, c'est ça. Donc Foule Bazar avec sa sœur Tromboline. Et puis voilà, quel que soit l'âge, parce qu'en fait il y a une double lecture, parce que c'est aussi pour les parents, finalement. Parce que là, le chat et le chien, celui-là, mes gamins, ils ont mis quoi? Ils ont mis 2 ans avant de le comprendre. Ben, j'ai commencé à 1 an, ils ont commencé à le comprendre vers 3 ans. Et en fait, ils jouent à se déguiser en chat et en chien. Et ça, on comprend qu'à la fin. Bon, je vous spoil, mais là, c'est du spoil pour adultes, donc tout va bien. Oh non, je voulais le lire. Ben, je te le laisse, regarde, je te le prête et tu pourras le lire. Alors celui-là, c'est un peu particulier. Parce que pour moi, celui-là, c'est le chef-d'œuvre. Il a écrit il a écrit et dessiné plein de livres, dont un qui s'appelle L'Arbre sans fin, qui est un grand classique, qui sert notamment pas mal aussi. Les pédopsies peuvent s'appuyer dessus aussi dans leur démarche pour accompagner les enfants. On est sur le deuil, alors c'est pas tout le temps très facile, mais voilà, parfait, tu vois. Ça, c'est la page Le Cimetière. C'est quelqu'un qui arrive à aborder des thèmes qui peuvent être très compliqués à aborder avec des enfants. Et puis nous, adultes, qui peuvent aussi nous mettre mal à l'aise. Lui, il arrive à aborder ces thèmes de façon un petit peu décalée, un peu géniale. Celui-là, il est assez grandiose. Il y a 15 lectures différentes, il y a des références internes au monde du livre. Par exemple, si tu prends, alors je ne sais plus où c'est lancé avant, en fait, les illustrations qui sont dans le livre ont été réalisées par un des peintres qui fait partie du monde de ce livre, et du coup, il arrive à les intégrer. Je crois que c'est juste avant, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il arrive à faire des espèces de poupées russes dans ces univers avec des mises en abîme que seuls les adultes vont comprendre la spécificité, mais justement, c'est ça qui est bien quand on raconte l'histoire à ses gamins, en fait. Nous, on se marre sur d'autres choses, il y a d'autres choses qu'on trouve pertinentes, et sur les petits comme ça, poussins, moi, j'ai une amie qui m'avait dit, ben, moi, je comprends pas, en fait, mais ma gamine, ça la fait vraiment marrer, des fois, on est vraiment dans l'univers enfant. Alors voilà, ça, c'est du Ponty.
Et je voulais vous montrer aussi un... Allez, il nous reste une Complètement petite minute différent. parce qu'en régie, on me dit qu'il faut qu'on accélère. Celui-là, c'est très rapide. Celui-là, on est sur du beaucoup plus moderne, peut-être beaucoup moins connu, mais sur quelque chose d'absolument fabuleux. Tiens, regarde, je te laisse le feuilleter et tu vas voir, là, je Très ne vais beau pas en livre. discuter pendant des heures. Juste, vous allez voir, juste en tournant les pages, qu'il y a quelque chose d'absolument génial. C'est quelque chose de très artistique aussi en fait. C'est même plus, ça sort plus de l'illustration. Alors, c'est sûrement de ça. Alors, vous voyez ça là. On est bien à la caméra. Là, on est sur quelque chose de très graphique, Oui. très travaillé. Les découpages, c'est C'est hallucinant. c'est un tel. Ah ouais, là on est sur une œuvre d'art comme tu dis. Ouais. Là on est sur de l'illustration. Une vraie recherche picturale. Et, C'est Le cadre ça. a été travaillé, tout a été pensé pour... On est au-delà du dessin. Au-delà du dessin, voilà. On est Ça reste une histoire pour enfants du coup. Ça reste une histoire pour enfants, C'est très poétique. Les deux sont très poétiques à leur façon. Là, celui-là, c'est Pleine Neige, c'est de Antoine Guillaume, je crois, si j'écorche pas son nom. Antoine Guillapé. Guillapé, voilà, j'écorche un peu son nom. Et il a aussi fait, alors ça c'est Pleine Neige, il y a aussi Pleine Mer. Pleine Mer, ma fille vient de le prêter à un de ses copains, donc voilà, je ne l'ai pas dans le sac actuellement, mais c'est vraiment à faire découvrir, je pense. En tout cas, un très beau livre de belle qualité, en Ouais. plus, très tactile, très agréable. Alors, on ne peut pas le raconter sans que les enfants le touchent, c'est normal. Une Oui, belle tout à fait. découverte, en tout cas. Mais merci, monsieur le barman, d'être venu intervenir dans la conversation très à propos. Merci à vous. Merci Et on à ne vous. saurait que vous conseiller, alors les parents avec vos enfants, et donc ce très bel ouvrage, et puis les ouvrages de Claude Ponty, qui restent des très grands classiques. Nous arrivons au terme de cette émission, nous avons même un petit peu dépassé, mais c'est tellement intéressant que vous ne pouvez pas faire autrement. Je vais conclure assez rapidement avec... revenons au grand classique. Pour les plus anciens, vous avez tous entendu parler d'un certain Boris ou même de Frazetta, qui étaient des illustrateurs très célèbres dans les années 60, 70, 80, qui ont été sollicités par l'univers des Marvel en particulier. Et donc on va retrouver ce genre de choses. Et puis là, même les plus jeunes, vous reconnaîtrez facilement. Mais ça, c'est des dessins d'époque, fin des années 70, début des années 80, où on retrouve ces personnages de Marvel imprimés. Et Boris Vallejo était donc celui qui a aussi dessiné tout l'imaginaire Conan le Barbare, que tout le monde connaît plus ou moins d'une certaine façon, qui dessinait beaucoup en peinture à l'aérographe ou autre. Et pour terminer, je voudrais rappeler que c'est lui qui avait fait l'affiche de ce film de Vadim, qui est un film français, le fameux Barbarella. Et c'est cette affiche. On est allé chercher, Vadim est allé chercher un illustrateur célèbre, Boris à l'époque. Et voilà, je voulais terminer là-dessus pour ce numéro autour du thème de l'illustration. Je vais bien entendu remercier très chaleureusement notre ami barman qui aujourd'hui nous a servi de bon café et de jolis livres pour enfants. Merci à vous. Je vais remercier très chaleureusement aussi Sébastien. Merci d'être venu nous avoir fait découvrir cet univers Dark Soul. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Culture de Comptoir. Merci à tous.